Bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de commencer nos travaux sans tarder. Les membres du Conseil qui ne nous ont pas rejoints ne nous rejoindront pas. Enfin, pas aujourd'hui. Ce n'est pas définitif. Il y a donc M. Hesselmans qui a demandé d'être excusé. Voilà. Il y a Mme Fulco qui est professionnellement retenue et Mme Jacquemart qui est souffrante. Donc nous avons 3 membres du Conseil qui sont excusés ce soir. Dès lors que tous les autres sont présents, je nous propose de commencer. En l'absence de Mme Fulco, comme le prescrit l'article 24 de notre règlement, mais aussi l'article 11, 22, 34 du Code de la décentralisation locale, de la démocratie et de la décentralisation locale, il me revient l'insigne honneur de présider cette séance. Il y a 7 points à l'ordre du jour en séance publique et 24 points, 24.7, 17 en séance à huis clos. Avant de commencer notre séance par les points à l'ordre du jour, je voudrais aborder 2 points d'actualité rapide. L'un concerne le télévis. C'est un point pour information, mais je profite du point pour information pour faire comme de coutume le compliment qui revient à Micheline Legrain, la bénévole qui coordonne l'opération télévis dans notre commune depuis de nombreuses années. Et donc je propose qu'on l'applaudisse. Micheline François qui cette année nous a rapporté, enfin si l'expression n'est pas tout à fait adéquate, l'action a rapporté sur la commune, grâce aux commerçants, aux associations, au judo club et plein d'autres associations, 8 800 et quelques euros, et je propose que nous arrondissions ce montant à 9 000 euros d'initiative communale pour arriver à un chiffre rond. Ce n'est qu'un symbole. Si personne n'y voit d'inconvénient, évidemment, c'est une décision qui n'est pas de l'ordre du conseil communal, mais comme ça, nous partageons cette décision, si vous le voulez bien. L'autre point d'information concerne des travaux d'importance, s'il en est, puisque beaucoup s'en plaignent à raison. Le passage à niveau rue de Rebec est en piteux état, et l'empattement, l'entame du passage de part et ou d'autres d'ailleurs, nécessitait une intervention conséquente au niveau du revêtement. Cette intervention aura lieu entre le 26 avril et le 1er mai étant férié, on va dire le 2 mai, tel a été rédigé l'arrêté. Ensuite, sur la même section, mais plus haut, sur la route industrielle donc, il y aura les travaux des quais, en amont du rond-point Breda, de l'amont de l'autoroute, donc. Et plus tard, donc ici les travaux des quais c'est du 5 mai au 14, et ensuite plus tard, mais je reviendrai avec des dates plus précises, au mois de juillet seulement, viendront les travaux de revêtement asphaltique sur la route industrielle. Comme ça, vous avez l'information pour les 2 chantiers immédiats, parce que nous ne nous verrons plus d'ici l'entame de ces chantiers. Donc pour mémoire, du 26 avril au 2 mai et du 5 mai au 14 de mémoire. Une déviation, bien entendu, sera mise en place et elle est déjà, je pense, sur le site de la commune, sur le profil, et un courrier a été distribué, alors pas dans tout le village, mais dans les rues les plus proches et les plus impactées, même si, sans doute, d'autres sont impactés. Voilà pour les points d'information. Oui, M. Mayer souhaite intervenir à ce stade. Donc avant le début de la route. Le micro doit se trouver de ce côté. Vous avez la parole. On l'a testé tout à l'heure, vous fonctionnez impeccablement bien. Ça y est, on l'entend. Voilà. Je voudrais revenir sur... nous avions envoyé 3 questions d'actualité qui ont été refusées. Et j'avais commencé mon texte par Madame la Présidente, donc je vais quand même le changer. Monsieur le Président, nous avons bien entendu l'irrecevabilité des 3 questions d'actualité que nous avions soumises dans les délais impartis et repris dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal. Toutefois, nous contestons les motivations de ces 3 refus. Pour la première question, des termes situation ou fait, 2 articles de presse
et un post Facebook sont à nos yeux des situations ou faits justifiant une question d'actualité. Pour la deuxième question, nous ne sommes pas en mesure de savoir si les avis des zones de police ou de secours ainsi que celui du gouverneur ont été rendus, mais c'était implicitement énoncé dans notre question. De plus, une question verbale d'un habitant nous a été adressée. Est-ce une situation ou un fait récent? Je ne sais pas. Et nous ne faisons que la relayer. Nous souhaitons une gestion communale transparente où les citoyens comme les conseillers communaux ont accès à une information claire, complète et en temps utile. Enfin, pour la dernière question, refuser une question orale, pourtant paradoxalement envoyée par écrit, sous prétexte qu'elle peut être posée par écrit au collège, nous pose question sur la nécessité d'encore tenir des séances publiques du conseil communal. Faisons ça entre nous par mail, ça ira plus vite et ça coûtera moins cher. Pour terminer, l'irrecevabilité que vous invoquez est basée sur un ROI qui n'a jamais été soumis au vote de ce conseil depuis sa mise en place. Il n'y a pas de reconduction tacite d'un tel ROI d'une mandature à l'autre. Le ROI doit être formellement approuvé par le Conseil en tant qu'organe nouvellement constitué, ce qui n'a pas encore été le cas. Il est communément voté en début de législature afin d'éviter les contestations internes. Les membres du Conseil peuvent remettre en question la légitimité des procédures en l'absence d'un ROI actualisé. Les difficultés juridiques. En cas de litige, l'absence d'un ROI à jour peut compliquer la défense des décisions prises. Et une perte de transparence. Les citoyens pourraient y percevoir un manque de rigueur dans la gestion communale. Le rôle des conseillers communaux est essentiel dans la vie démocratique locale. Il est essentiel de garantir leur droit d'information, à favoriser leur implication dans les dossiers et à respecter le rôle de contrôle et de proposition. Au vu de ce qui précède, nous vous demandons l'autorisation, Monsieur le Président, de poser ces questions au moment où vous jugerez opportun lors de la séance de ce soir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Mayer. Madame Ranodanac, pardon, vous souhaitez intervenir? Non, je pensais que vous souhaiteriez intervenir, puisque vous êtes dans le même cas, puisque une question a aussi été jugée recevable. Je ne peux que m'adresser à Monsieur le Directeur Général, et ça m'embarrasse, mais on est tous dans nos rôles respectifs, d'autant que la présidente de séance est excusée ce soir, vous l'avez entendu de ma bouche tout à l'heure. Mais le cas échéant, je compléterai volontiers. Monsieur le Directeur Général, vous souhaitez intervenir à ce stade? Si c'est pour répondre, tu me donnes la parole pour répondre. Je vous en prie. Donc il s'agit de l'application du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal de Rovec. Il n'y a pas de disposition légale qui impose de revoter un ROI du Conseil, parce que sans ça on aurait des vides juridiques dans pas mal de communes en début de mandature. Ce ROI a été adopté par le Conseil, a été soumis à la tutelle et a été approuvé par l'autorité de tutelle. Donc, c'est le ROI tel qu'il s'applique pour la commune de Rovec, et ce ROI, c'est pas le cas dans tous les règlements d'ordre intérieur des conseils communaux de Wallonie, mais c'est ce qui est prévu dans le nôtre, prévoit des conditions de recevabilité, et notamment une condition temporelle, c'est-à-dire que le fait ou l'événement ne peut pas avoir été connu, donc il va survenir après la dernière séance du dernier conseil communal. Donc, la dernière séance ayant eu lieu le 8 avril, des éléments que vous aviez soulevés dans votre question étaient antérieurs, puisque la plupart étaient tirés des dispositions, d'éléments qui étaient ressortis du PV du collège, qui avait été mis à disposition des conseillers communaux et le site dans la test, puisque la date de mise à disposition est disponible pour les conseillers dans l'espace documentaire qu'ils auraient réservé. Donc ces éléments étaient connus de la part des conseillers communaux bien avant la séance du 8, et même, puisque la séance du 8 était malgré tout une séance un peu spéciale, même avant la séance précédente, celle du mois de mars. Donc l'administration analyse d'un point de vue application des textes, des questions qui sont soumises, et c'est vrai que nous prononce avec la présidente en recevabilité. Donc c'est une jurisprudence qui a été établie dans la mandature précédente. Tout ce qui est antérieur à la séance du Conseil est systématiquement déclaré irrecevable. Et il faut également qu'il s'agisse bien d'événements ou de faits survenus. Voilà, de situations ou faits, et pas des questions sur de la simple prospective ou demander l'avis du Conseil. Donc je n'ai pas d'appréciation à faire sur le ROI qui a été voté par le Conseil, mais c'est ça qui a été voté, et c'est le ROI qui est en vigueur par le Conseil communal de Rovec.
de la mandature précédente. Heureusement qu'on ne doit pas voter chaque texte, vous pensez bien, tous les règlements de taxes et tous les règlements, ils restent en vigueur tant qu'ils ne sont pas modifiés. C'est le cas du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal. Bien, cette précision étant apportée, vous avez dès lors votre réponse à la demande qui était vôtre. Je tiens à rappeler, par ailleurs, puisqu'on évoque le ROI, que le directeur général, son administration, sur base de textes de l'Union des villes et communes et du SPOE, nous reviendrons dans un délai non déterminé avec un document qui sera un document martyr à retravailler, qui viendra abroger et se substituer au document actuel. Mais le document actuel fait foi, il a été adopté, il est appliqué, on peut considérer qu'il est restrictif, mais il est donc appliqué. Et la seule personne apte à l'interpréter, sans ça il y aurait plus d'interprétation qu'il n'y aurait de membres dans cette salle, de personnes dans cette salle, c'est le directeur général qui est le responsable de l'administration. Et dans ce cas-ci, la présidente du Conseil. Et dans ce cas-ci, la présidente du Conseil qui est excusée aujourd'hui. Voilà pour notre réponse à votre intervention. Vous n'aviez pas souhaité intervenir, mais je vous donne néanmoins l'occasion de répliquer, Madame Van Oudelen. Du coup, j'aurais voulu demander au directeur général quelle est la disposition du ROI, puisqu'on fait une application très stricte du ROI, qui prévoit que les questions d'actualité doivent être envoyées le vendredi qui précède la séance et non pas la veille à midi, contrairement à ce qui est, à ma lecture en tout cas, j'ai une mauvaise lecture du ROI, mais en tout cas c'est comme ça que c'est écrit dans les ROI. Donc j'aurais bien voulu savoir quelle est la disposition qui disposerait autrement ou l'interprétation qui en disposerait autrement. Puisque le directeur général est directement soumis à la question, je propose qu'il réponde. Merci. Donc c'est une réponse que j'ai déjà donnée intervenante, mais en donnant-la publiquement, il n'y a pas de souci. Il s'agit d'un délai pour permettre à l'administration. Donc le règlement d'ordre intérieur prévoit que c'est la veille du Conseil à midi, sachant que ça laisse quand même, au plus tard, que ça laisse à l'administration un maximum d'un jour et demi pour préparer les réponses qu'elles vont elles-mêmes, que l'administration va soumettre aux échevins qui vont vous répondre. Donc c'est déjà des délais, comme je l'ai dit, très courts pour l'administration. Il est clair que la pratique est depuis la mandature précédente déjà, en cas de jour férié qui tombe le lundi, je rappelle que le lundi est un lundi de Pâques, voilà, je préviens systématiquement les conseillers ce qui a été fait dans le mail de convocation qui vous est parvenu lundi passé. On a prévenu que les questions d'actualité, dans ce cas-là, doivent être soumises un jour ouvrable à midi précédent, c'est-à-dire le vendredi à midi. Puisqu'on travaille sur le règlement d'ordre intérieur du Conseil, c'est quelque chose qu'on pourra préciser s'il faut préciser. Ça n'a jamais posé de problème jusqu'à présent, mais voilà, s'il faut préciser, nous préciserons. L'objectif est bien entendu d'avoir du temps pour pouvoir gérer les demandes, les traiter et les faire traiter par les services pour apporter une réponse. Sans ça, la réponse sera, ben voilà, vous aurez la réponse au prochain Conseil, ce qui d'ailleurs est permis par le règlement d'ordre intérieur, mais ce n'est pas très utile. C'est pour donner des réponses comme ça. Je pense que ce n'est pas non plus l'idéal. C'est quelque chose qui est d'application au Conseil depuis plus d'une mandature et qui sert à laisser un délai utile à l'administration pour répondre aux questions. Merci. Pardon, vous souhaitez reprendre la parole? Une courte réplique que nous puissions entamer nos travaux? Je vous en prie. Et donc, si je comprends bien, dans certains cas, on applique strictement les termes du ROI, et puis dans d'autres cas, on applique la pratique au lieu C'est du ROI. caricature. Ça s'appelle de la ratio legis, et je viens d'expliquer la raison d'être de cette loi qui est de permettre à l'administration de travailler. Fort bien. L'incident étant clos, je propose que nous soumettions l'approbation du procès-verbal de la séance antérieure. Est-ce que quelqu'un a une remarque à formuler avant que nous passions au vote sur le procès-verbal? Madame Van Kerkhove, je vous en prie. Nous ne voyons pas apparaître au PV les règles particulières qui ont été imposées au début de la séance de questions-réponses, contrairement à la règle des 2 prises de parole par conseiller telle que prévue à l'article 33 du ROI. Pourriez-vous ajouter le cadre qui a été fixé par la présidente et le bourgmestre dans le PV lui-même? Je vais devoir à nouveau me retourner vers le directeur général qui est soumis à des tirs croisés ce jour. Oui,
Je l'en prie. Je ne suis pas le rédacteur du procès verbal, donc je m'adresse à lui, je n'ai pas de réponse à vous formuler à titre personnel. Donc la réponse est que c'est le Conseil qui est maître du procès verbal et qui peut accepter ou pas les propositions de modification au PV. Et personnellement, je n'ai pas souvenir qu'il était proposé de déroger, puisqu'il a été rappelé que le règlement d'ordre intérieur du Conseil prévoit un maximum de 2 interventions, ce qui, je pense, d'ailleurs, n'a pas spécialement été sanctionné ou respecté par la présidente qui a parfois laissé plus d'interventions. C'est pour moi un simple rappel du règlement d'ordre intérieur. Donc voilà, si le Conseil a souvenir d'autres règles qui auraient été éditées, voilà, ça c'est et s'il y a une demande de mettre ça au PV, ben voilà, il faut que le Conseil se prononce sur le fait d'accepter ça dans le procès verbal. Bien. Attendez, je ne vous ai pas donné la parole. D'autant que monsieur l'avait demandé par ailleurs. Je vous en prie, monsieur Maillot. J'ai cru comprendre que c'était le même type d'intervention, donc effectivement... Je ne suis pas dans la tête de monsieur, je ne sais pas si c'est le même type d'intervention, mais allez-y. Donc effectivement, on n'a pas dérogé, sauf dans l'aspect rétorque ou réplique. C'est-à-dire qu'on pouvait poser une question, il répondait, et donc on ne pouvait juste pas répondre tout de suite. Et donc dans un débat pareil, c'est absolument impossible de suivre. Normalement, une prise de parole, en tout cas, c'est pas précisé dans le ROI, si ce n'est pour les interpellations citoyennes dont on pourrait s'inspirer, c'est effectivement non pas une question, mais une intervention, une réplique, une réponse et une rétorque. Ce à quoi nous n'avons pas eu droit lors du Conseil communal extraordinaire. Merci. Donc, comme vous l'avez signalé vous-même, la notion de réplique n'est pas prévue dans notre règlement d'ordre intérieur, si ce n'est explicitement et expressément pour les interpellations citoyennes. Et donc vous relevez là encore une légitime éventuelle modification à apporter pour notre prochain règlement d'ordre intérieur, j'entends bien. Ce qui n'est pas prévu dans le règlement n'est pas prévu dans le règlement, mais j'imagine bien quand on... Alors, ce n'est pas prévu dans le règlement. Il est prévu 2 prises de parole par conseiller sur le même sujet. Nous sommes 21. On a fait un sujet, un conseil monothématique qui a duré 2 ans. Voilà, ceci étant dit, la réponse a été apportée. Le prochain réglementaire va être très très pointu. Je pense qu'on aura un bottin de téléphone, mais tant mieux. Comme ça, il n'y aura plus d'imprécision. Pouvons-nous passer au vote? Je vous remercie. Excusez-moi Dimitri, je n'ai pas eu de réponse à ma question. Est-ce qu'on peut le rajouter au PV, les règles qui ont été mises en place, oui ou non? Je peux reformuler ma réponse qui n'était pas claire, mais dans le cas présent, non. Okay. On a respecté le règlement tel que l'a précisé le directeur général, 2 prises de parole par membre du conseil, donc rien on a dérogé. S'il y a une dérogation, c'est une dérogation positive de fait, puisque certains d'entre vous ont eu une 3e prise de parole. Voilà, donc je ne vois pas où est la dérogation qui nécessite d'apporter une modification au procès verbal qui précise qu'on a dérogé alors qu'on n'a pas dérogé. Bien. Dès lors, on peut passer au vote? On passe au vote. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Demolle. Oui. Monsieur Morel. Oui. Madame Foucault. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Audet. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Monsieur Rockbowman. Oui. Madame Bombois. Oui. Madame Tims. Oui. Madame Van Kerkhove. Abstention. Madame Van Oudenarde. Abstention. Madame Demaret. Abstention. Monsieur Balkenende. Abstention. Monsieur Maillard. Abstention. Madame Bégard. Abstention. Monsieur Vegas. Oui. Bien. Le premier point de l'ordre du jour, fabrique d'église Saint-Fiacre de Wisbeck, donc, compte 2024, approbation. Y a-t-il une demande d'intervention? Je n'en vois pas. On passe au vote. Madame Venturelli. Oui. Monsieur Demolle. Oui. Monsieur Morel. Oui. Madame Foucault. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Audet. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Monsieur Rockbowman. Oui. Madame Bombois. Oui. Madame Tims. Oui. Madame Van Kerkhove. Oui. Madame Van Oudenarde. Oui. Madame Demaret. Oui. Monsieur Balkenende. Oui. Madame Maillard. Monsieur Maillard. Oui. Madame Bégard. Oui. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour appelle le 3e point, Conseil consultatif des aînés, désignation des représentants. Vous avez pu prendre connaissance
de l'ensemble des candidatures et de ce qui est proposé en termes de délibération et d'acceptation de l'ensemble des candidatures. Si vous souhaitez un complément d'information, Mme Foulkov peut vous en donner un. Si vous avez une question ou une demande d'intervention, c'est le moment. Je n'en vois pas, on passe au vote. Madame Benetourédi. Oui. Monsieur Demol. Oui. Monsieur Lorex. Oui. Madame Foulkov. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Deniman. Oui. Monsieur Hotez. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Monsieur Vorboman. Oui. Madame Bourbois. Oui. Madame Thiel. Oui. Madame Van Kerkhove. Oui. Madame Van Oudenarde. Oui. Madame Domarin. Oui. Monsieur Valkener. Oui. Monsieur Magnin. Oui. Madame Béliard. Oui. Monsieur Degas. Oui. Alors, je vous rappelle le point 4, habitation sociale du Roman Païs. Désignation, ou plutôt devrions-nous dire proposition d'un candidat au conseil d'administration, puisque comme vous l'avez constaté dans les documents, il s'agit d'une proposition et c'est validé par ailleurs en assemblée générale le cas échéant, pour autant que les propositions des différentes communes matchent avec la composition en fonction des apparentements aux partis dits traditionnels. Donc c'est la candidature de M. Demol Axel qui est proposée. Y a-t-il une demande d'intervention? Passe au vote. Ah, il ne faut pas voter. C'est encore mieux. Autant pour moi. Point 5. Demande de permis unique. Heidelberg Materials, suppression et création de voies. Décision. Alors, je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole, j'imagine que oui, mais en ce qui me concerne également, au nom de mon groupe, je souhaiterais le faire. Ceci dit, je vais vous laisser la préséance. Monsieur Mayer, je vous sens embarrassé. Ouais, je vais divulguer vos cartes. Allez-y. Nous nous réjouissons que la majorité ait, elle aussi, entendu les craintes des habitants, proches ou non du projet, et pourquoi pas les différents arguments soulevés par les groupes, en l'occurrence de l'opposition. Néanmoins, deux considérants préalables à la décision nous posent encore question. À savoir, considérant que la nouvelle route est nécessaire dans le cadre de l'extension de la carrière, et considérant la nécessité d'une voirie alternative. Étant donné que l'option zéro route n'ayant pas été étudiée, contrairement à ce que prévoit implicitement l'article D66, alinéa 3, 4 du CEDT, et que la construction prochaine du contournement de Tubize vient d'être annoncée dans la presse, ces affirmations nous semblent précipitées. D'un point de vue procédural, et afin de pleinement respecter le RGPD et son interprétation par M. le ministre Borsu dans ce cadre précis, nous demandons que lors de toute enquête publique, les déposants soient systématiquement informés qu'ils peuvent refuser que leur nom soit communiqué aux autres déposants dans le cadre de l'organisation d'une éventuelle réunion de concertation. Nous demandons également qu'un exemplaire des différentes lettres types soit aussi envoyé aux fonctionnaires délégués en annexe du PV de clôture de l'enquête publique. Pour en terminer à ce sujet, nous nous posons la question de savoir quels sont les recours légaux qu'a le demandeur face à un éventuel refus unanime. Est-ce qu'il peut soumettre à nouveau un projet de voirie qui prendrait en compte toutes les remarques émises par le Conseil? En effet, s'il a clairement dit qu'il n'avait pas besoin de la route de remplacement, le refus de suppression des autres voiries, même de voiries, hypothèque la concrétisation de l'extension demandée, quand bien même elle serait acceptée par la région. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il une autre demande d'intervention? Madame Panodanac, je vous en prie. Peut-être à titre préliminaire, je souhaiterais que mon intervention soit actée dans le PV. Donc officiellement la demande et j'enverrai bien entendu le texte à M. Sylvie. Donc le vote qui nous préoccupe aujourd'hui est important. Il témoigne du lien de dépendance entre le projet de nouvelle voirie et celui de l'extension de la carrière de commerce, et inversement. Sans extension, pas besoin de route. Et sans cette route, il n'y a pas de projet d'extension viable et défendable face à l'administration de la région wallonne, seul compétent pour accepter ou refuser un tel permis pour les 125 prochaines années. À la lecture du projet de délibération, nous constatons que la majorité fait le même constat d'interdépendance. Il est fait mention de plusieurs points relatifs au projet d'extension dans sa globalité. Impact du projet sur l'environnement, la géologie, l'hydrologie, le relief, le paysage, le cadre biologique, les tirs de mine, les vibrations, l'air, etc. Il y est fait mention aussi de l'empiètement du projet sur la zone forestière et le lien avec le SDT. La délibération mentionne également la déviation du flageot et l'impact sur le réseau de ruissellement de l'eau,
ainsi que la capacité de la ZIT. Il est fait également mention de la vision maximaliste de l'extension, le but d'Edelberg étant d'exploiter le maximum de gisements. Et enfin, il est fait mention de l'incertitude quant à l'avenir du maintien des besoins actuels en porphyre. À la lecture de tous ces éléments, nous constatons favorablement que les avis des habitants émis dans le cadre de l'enquête publique et de la réunion de concertation, ainsi que ceux repris dans les PV des différentes commissions locales, ont été entendus et pris en considération. Depuis des mois que Rebecca Vivant travaille sur ce dossier, nous n'avons eu de cesse de soulever bon nombre de ces points. Ce travail n'a pas été une sinécure, en témoigne le dernier conseil communal, au cours duquel des règles énoncées sans préavis ont visé à isoler artificiellement la question de la voirie de l'ensemble du dossier d'extension, empêchant ainsi un débat ouvert alors que le demandeur de permis était présent pour une réunion ayant pour objet présentation par la société Edelberg Materials du dossier d'extension des carrières. Aujourd'hui, nous votons les fermetures et l'ouverture de voiries. Concentrons-nous sur ce point car il relève de la compétence exclusive de la commune. Mais attention à ne pas outrepasser cette compétence. À cet égard, nous nous étonnons de la mention des points ou remarques que je citais plus haut pour motiver la décision soumise au vote du Conseil communal dans le cadre du décret voirie du 6 février 2014. Ces éléments n'ont, selon notre compréhension du décret, pas leur place dans la présente décision, mais devraient plutôt être intégrés dans l'avis que le collège sera amené à rendre sur le permis unique dans son intégralité. La motivation de la décision doit selon nous être revue en reprenant uniquement les éléments relatifs au décret voirie, au risque de faire l'objet d'un recours administratif, voire un recours au Conseil d'État. Je pense que je ne dois pas vous rappeler le contenu du décret voirie. Toutes les considérations citées avant, qui sont relatives à la vision maximaliste, à l'avenir du porphyre et même aux impacts des vibrations, du bruit par exemple, sont certes pertinentes, mais elles n'ont pas leur place dans la décision d'aujourd'hui, car il n'y a pas de lien direct avec le décret voirie, mais elles devraient à l'inverse être intégrées dans l'avis que le collège sera amené à rendre. Ne tendrons pas le bâton pour nous faire battre, apprenons des erreurs du passé, lorsque dans le cadre de la route de montagne, l'avis de la commune avait été considéré comme nul et non avenu par le ministre, parce que justement celle-ci outrepassait ses compétences en ajoutant des conditions que le décret voirie n'autorisait pas. Il serait dommage que le ministre puisse annuler le refus de création de voirie sur lequel nous nous penchons aujourd'hui pour les mêmes raisons. Les conséquences pourraient être dommageables par rapport aux intentions du Conseil communal. Un refus de voirie mal motivé pourrait avoir la même issue. Après un recours sur la forme, Edelberg Materials pourrait gagner le droit, contre l'avis du Conseil communal d'aujourd'hui, de quand même construire sa route. Qui plus est, sans tenir compte des aménagements demandés par les riverains. Autrement dit, retour à la case départ, sans possibilité de contrecarrer les plans de la multinationale. Il s'agirait là d'une nouvelle occasion manquée. En résumé, en ce qui concerne la position de notre groupe, nous marquons notre accord sur le refus d'ouverture de la nouvelle voirie. Nous ne pouvons adhérer par contre à la motivation de la décision telle qu'elle a été rédigée à ce stade. Madame Barrère. Merci. Par ailleurs, plusieurs affirmations de la délibération sur lesquelles nous ne pouvons pas marquer notre accord sont: considérant que les voiries communales existantes ne sont pas en mesure d'absorber le trafic qui serait engendré par la suppression de la Trève Léon-Jacques, que le plan communal de mobilité PCM 2010 mentionne explicitement que les dites voiries communales ne pourront pas et ne devront pas assumer ces coûts de transit suite à la suppression de la Trève Léon-Jacques. Donc nous ne pouvons abonder dans le sens de la majorité dès lors que l'étude d'incidence ne comprend aucune analyse de l'hypothèse zéro voirie, comme l'a mentionné M. Mayer, et que le PCM date de 2010 sans avoir été mis à jour depuis. Sachant que depuis 2010, les habitudes ont évolué, ne serait-ce qu'en tenant compte du télétravail généralisé dans beaucoup d'entreprises depuis le Covid. Autre point, il y a lieu de considérer que la procédure d'enquête est régulière et que l'effet utile de cette mesure de publicité a été atteint. Là aussi, notre remarque, comme nous l'avons soulevé lors du Conseil extraordinaire du 8 avril, la procédure d'enquête publique a connu pas mal de manquements au niveau technique, manque de communication sur leurs limites, dysfonctionnement de la boîte mail, etc., qui ont pu empêcher les citoyens de s'exprimer dans les conditions équitables et transparentes. Enfin, une question que nous avions déjà posée par écrit, à laquelle nous avons eu une réponse plus que succincte avec un non sec et concis. Pouvez-vous nous indiquer quand le collège rendra son avis sur le permis unique dans son ensemble? Merci. Ah, je pensais que vous vouliez intervenir. Ah non, donne le micro, je le rends. D'accord. Parfait. Merci aux uns, aux unes et aux autres. Avant toute chose, je parle là au nom de la majorité et donc du groupe Union Citoyenne. Avant toute chose, nous tenons à réaffirmer le fait, ou plutôt, oui c'est un fait, que nous défendons
fermement le maintien de l'activité économique de la carrière, nécessaire pour le sous-bassin régional. Les carrières ne sont pas délocalisables, ni celles de Bierge, ni celles de Quenast, et leur extension est nécessaire pour pérenniser les emplois directs et indirects qu'elles génèrent. La carrière de Quenast devrait, pour pouvoir poursuivre ses activités, étendre son exploitation et ainsi finalement absorber la Drève-Léon-Jacques. Je voudrais préciser, monsieur le directeur général, que je vous remettrai également l'écrit et je vous demanderai de bien vouloir consigner l'écrit dans le procès-verbal de la séance du jour. Alors, la Drève-Léon-Jacques, actuellement utilisée par des milliers de véhicules, se trouve sur les terrains de la carrière et va disparaître. Le trafic, et on peut discuter à l'infini, mais il y a eu quand même 3 comptages différents par des opérateurs différents, de près de 8000 véhicules jour, rend indispensable la création d'une voirie alternative pour éviter un engorgement des centres du village. Vous mentionnez le PCM, certes il date de 2010, il a été fait par un bureau extérieur, agréé par la région wallonne, et il ne dit rien d'autre. Demander qu'on retire les conclusions du PCM, je trouve ça un peu... Enfin, soit. Le groupe Union Citoyenne a toujours défendu la nécessité d'une route de substitution à la suppression de la Drève-Léon-Jacques. Nous avons été constants. Il s'agit simplement de bon sens pour ne pas paralyser totalement le centre de Quenast et le centre de Revec. Une voirie de substitution est donc bel et bien nécessaire. Si les carrières doivent étendre leur exploitation, ne pas exiger de la reconstruction d'une voirie serait, à mon sens, indigne et traduirait un manque de responsabilité de la part des pouvoirs publics locaux. La voiture ne disparaîtra pas demain, la Drève-Léon-Jacques, oui. Simplifier le débat en suggérant la fermeture des carrières peut sembler tentant, mais notre commune s'est construite autour de cette entreprise qui fait partie de son histoire et de son identité et qui fournit aujourd'hui 60 emplois directs et plus d'une centaine d'emplois indirects. À l'heure d'aujourd'hui, l'emploi est pour nous une préoccupation essentielle. Nous ne partageons pas la solution proposée par certains du style « il n'y a qu'à fermer les carrières », même si ce n'est pas toujours dit, j'en conviens. Un nouveau drame social dans notre région ne serait vraiment pas une solution d'avenir pour nos habitants. Vous connaissez tous, ou pas, les gens qui travaillent pour Cora ou indirectement pour Cora, pour Casa et pour Audi. Moi, j'en connais quelques-uns dans la commune de Revec. Par contre, nous sommes bien évidemment attentifs au juste équilibre entre les enjeux socio-économiques et la quiétude des habitants. L'enquête publique est terminée, ses résultats sont compilés et documentent le conseil de ce jour, ainsi que l'ensemble des avis des diverses commissions communales. Le conseil peut donc aujourd'hui valablement se prononcer sur le projet de création de voirie en tenant compte, effectivement, des remarques de toutes et tous, de chacun, chacune. Le permis d'extension des carrières, lui, et ça a été dit par ailleurs, fait l'objet d'une procédure distincte, pilotée, maîtrisée, auprès du service public de Wallonie, et c'est bien les fonctionnaires wallons en charge qui proposeront une décision quant à ce permis. Les habitants ont été largement consultés, j'entends les éventuelles imperfections techniques, mais enfin, soit. Et ont pu avoir accès à l'ensemble des documents pour remettre un avis, des centaines et des centaines de pages. Tout comme de très nombreuses commissions communales, qui se sont d'ailleurs prononcées, j'y reviendrai. Une réunion de concertation a été organisée et nous avons voulu la présentation d'un point spécifique lors du conseil du 8 avril, un conseil monothématique, certes singulier mais ordinaire, où les échanges ont lieu, même si j'entends que d'aucuns regrettent de ne pas avoir pu poursuivre les échanges une paire d'heures en plus. Le dossier est connu depuis, oserais-je dire, des décennies. D'autres tracés ont été étudiés et les auteurs de projets, les ingénieurs et les demandeurs ont choisi celui-ci. Le plan communal de mobilité indiquait effectivement en 2010, et c'est celui qui vaut encore aujourd'hui, le plan communal de mobilité, les voiries communales existantes n'étaient pas en mesure d'absorber le trafic qui serait engendré par la suppression de la Drève-Léon-Jacques, fermée les guillemets.
la commission communale d'aménagement du territoire et de la mobilité s'est prononcée favorablement sur le projet, sous condition. Les mandataires de l'Union citoyenne, nous prenons en compte les remarques légitimes de nos concitoyens. L'enclavement du quartier de la Genette, ce quartier qui, le cas échéant, deviendrait une sorte de cul-de-sac dont le seul accès se ferait via la rue du Pont. Un second accès donc doit être pensé de manière à ne pas augmenter le trafic dans le quartier, par exemple, en redessinant l'accès de secours, Siamo, je crois qu'il est appelé, pour en faire éventuellement uniquement une sortie en tourne à droite en direction de la N6, de sorte de désenclaver le quartier. Le risque d'inondation par ruissellement et l'imperméabilisation sont pour nous également des points d'attention, et surtout ainsi que le sous-dimensionnement de la zone d'immersion temporaire. La connexion de la future voirie projetée avec les voiries existantes est selon nous à prévoir de manière telle à ce qu'il y ait une forme de continuum, c'est M. Demol qui avait insisté sur ce point, et une mise à gabarit et même une réflexion du revêtement asphaltique pour faire les connexions. La nouvelle voirie possède également un cheminement cyclopédestre, certes intéressant, mais qui doit être amélioré et se prolonger également de la même manière, selon nous, jusqu'à la rue Urban, enfin, de la rue Urban, pardon, en passant par la rue de Rebec jusque dans la cité de la Vallée, et de la même manière à l'autre extrémité de la voirie proposée. La nécessité également, selon nous, de prévoir un dispositif de contrôle de vitesse fixe sur la voirie projetée, qui ne prévoit pas par ailleurs une zone refuge pour les services de secours, ce qui nous semble nécessaire. La trop grande proximité de la voirie projetée avec le quartier de la Genette, la proximité du projet par rapport aux habitations générera effectivement des nuisances relatives au bruit, aux vibrations, à la pollution, aux poussières et paysagères. L'écran végétal prévu pour limiter l'impact sur la route pour les riverains n'est pas suffisant à notre sentiment. Il est nécessaire de prévoir aussi des dispositifs anti-bruit arborés, construits, des écrans végétaux denses et un éloignement plus important de la voirie des maisons et même une modification du tracé de la route au droit du sentier de la Genette. En ce qui concerne le TEC, la ligne principale du bus qui emprunte la Drève Lyon-Jacques est la ligne 116 et ses variantes. Il n'existe aujourd'hui qu'un seul arrêt de bus sur la Drève qui serait supprimé. L'arrêt Ruzaman serait déplacé, semble-t-il, à notre lecture, et pour nous, il faut envisager de créer un arrêt sur le nouvel axe à hauteur de la rue Urban, mais également, il serait plus judicieux encore de prévoir un arrêt au niveau du sentier de la Genette pour le quartier de la Genette. Parce qu'il est essentiel pour nous de préserver les habitants. Nous exigeons donc des carrières, d'éloigner au maximum la future voirie au droit du sentier de la Genette. Nous exigeons un maximum de plantations et d'écrans végétalisés aux endroits les plus impactés, prévoir l'installation de murs anti-bruit à hauteur des quartiers de la Genette, et pour une sécurité optimale, prévoir éventuellement une zone de délestage de la nouvelle voirie, une zone refuge si vous voulez. Le projet ne prévoit pas donc suffisamment non plus d'aménagement cyclable, nous l'avons évoqué précédemment. À notre sens, il faut en prévoir davantage, de sorte que le village carrier de Quenast et le village rural de Rebec-Rognon soient correctement reliés, non seulement par la rue de Rebec, mais aussi par des cheminements mode doux en site propre, tels qu'un chemin cyclable et piéton durable. J'en termine tout doucement en vous reprécisant, mais nous sommes là tous pour la même raison, que notre mission est de représenter le mieux possible, somme toute finalement, les citoyens et les citoyennes, en synthétisant leurs besoins, leurs attentes, même si l'intérêt général n'est jamais égal à la somme des intérêts particuliers. Aujourd'hui, le Conseil communal est invité à se prononcer favorabement ou défavorablement en application du décret voirie du 6 février 2014 sur le projet tel que déposé. Nous relayons les inquiétudes des riverains et nos représentants défendent fermement le maintien de l'activité, je me répète, de la carrière, qui, pour poursuivre ces activités, doit étendre son exploitation et absorber la Drève Lyon-Jacques, actuellement utilisée par des milliers de véhicules, je me répète, ce qui rend indispensable la création d'une voirie alternative. Toutefois, faute de garanties insuffisantes, sachant dès le départ, pour ce qui nous concerne, que nous n'avions pas exclu la possibilité de demander
à Heidelberg Materials de revoir son projet et même de réenvisager le tracé. Nous refuserons donc, aujourd'hui, nous voterons positivement le refus, puisque c'est bien un refus dont il s'agit. Nous refuserons donc aujourd'hui le projet tel que présenté, qui doit subir de sérieuses modifications au regard des nombreuses remarques qui précèdent. Voilà ce qui vous est proposé ce soir. Voilà notre intervention sur le sujet. Je souhaiterais répliquer, mais je ferai après votre réplique, bien entendu. Donc je cède la parole au premier intervenant qui souhaite répliquer, ou reprendre la parole pour la deuxième fois sur le même sujet, pour être plus précis. Alors j'ai une question. D'après vous, c'est qui donc parce que vous en parlez sur Facebook, vous ressortez ici. J'ai pas l'impression que vous soyez très fanatique des procès d'intention, mais je ne sais pas qui vous a dit qu'il désirait la fermeture de la carrière. Donc en tout cas, nous, de notre côté, ça n'a jamais été notre position, jamais. Par ailleurs, vous êtes persuadé de la nécessité d'une route. Et oui, effectivement, on ne conteste pas les 8000 véhicules, dont 4000 de transit qui passent par la Drève-Langeac à l'heure actuelle. Mais nous le répétons, aucune étude n'a été faite pour confirmer ou non cette posture politique. Parce qu'effectivement, c'est un discours que vous tenez depuis bien avant l'étude d'incidence. Alors, notre position, elle est très claire, c'est oui à la route, si et seulement si elle est nécessaire. Et jusqu'à présent, ça n'a pas encore été prouvé. Dernière chose, j'aimerais bien qu'on arrête de diviser les villages, de dire que Nast, Carrier, Rebec rural. De toute façon, si extension il y aura, Rebec sera aussi un village carrier. Et donc, il y aura une communauté de nuisance, de souffrance, ou de lutte, ou de ce que vous voulez. En tout cas, d'incidence. Communauté d'incidence, voilà. Je vous remercie. Madame Vanodonag. Non. Ah pardon, Madame Demarais, excusez-moi. Non, moi aussi j'aimerais bien que ce soit acté. En fait, je tiens à préciser qu'il n'était pas question dans mon intervention de supprimer le PCM de 2010, mais plutôt une mise à jour, étant donné qu'il y a quand même 15 ans qui se sont passés. Ma deuxième remarque, et là je rejoins M. Mayer dans ce sens, même si d'aucuns semblent penser que la minorité / opposition est pour la fermeture des carrières, ce n'est pas du tout notre cas. Nous voulons que l'activité continue, mais pas au détriment du bien-être des Rebecquois. Voilà. Oui, dire encore qu'en fait notre intervention visait simplement à émettre les risques d'étendre trop les considérations sur la voirie au risque de constituer un recours au Conseil d'État et donc en fait d'être contre-productif et non pas de revenir sur les enjeux économiques ou l'histoire contemplative ou sentimentale de la carrière. Le débat aujourd'hui n'est pas pour ou contre la carrière, le débat aujourd'hui est sur l'utilité de la voirie et sur les remarques émises par les riverains avec lesquelles nous sommes globalement d'accord. Nous avons essayé d'avoir un débat global sur la carrière au dernier conseil communal, ce fut impossible. Donc on ne va pas le commencer aujourd'hui, je pense que c'est inutile, surtout qu'on vote sur la carrière. Et donc nous, on attire simplement l'attention, la voirie, pardon, on attire simplement l'attention sur le fait que, outrepasser dans les remarques ou les considérations, le décret voirie risque d'amener un recours qui va faire que notre décision d'aujourd'hui sera nulle et non avenue. Et donc, dans l'intérêt des riverains, justement, et l'intérêt général, au-delà du débat économique et de la configuration socio-démographique, c'est très important d'avoir quelque chose qui ne puisse pas faire opposition par-delà à une initiative privée. Bien, est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Juste pour dire, nous abondons dans le sens aussi du trop de considérants et du risque. Nous sommes tous pétris de contradictions. Entre le trop de précision et l'imprécision parfois, soit. Puisque vous ne souhaitez pas entamer un débat plus avant, et il est vrai qu'il a eu lieu, nous sommes d'accord sur ce point, vous sembliez dire le contraire tout à l'heure, mais il a eu lieu, donc je suis content de l'entendre. Néanmoins,
Dire qu'on veut que l'activité continue, mais pas au détriment des riverains, c'est aussi en soi, à certains égards, malgré tout, quelque peu contradictoire. Tout dépend de ce qu'on met dans les mots. Et donc, nous cherchons le point d'équilibre, et le curseur est difficile à placer, entre l'activité économique, non délocalisable, et la quiétude maximale des riverains. C'est dans ce sens-là que nous agissons, et nous ne nous sommes jamais cachés du fait que, le cas échéant, nous refuserions aujourd'hui, ce que nous faisons d'ailleurs, et ce que nous proposons, la voirie en l'état telle que proposée. Donc, il n'y a pas de suspicion dans notre chef, et merci pour les éclaircissements quant à votre position quant aux carrières. Peut-être un mot concernant le contournement de Tubize, qui est comme un peu le monstre du Loch Ness, mais on parle de la gare de Clabecq et de la gare de Tubize en passant par Honsort. Je ne vois vraiment pas, mais vraiment pas, le lien qui puisse être fait avec ce qui nous occupe. Mais, bien sûr, les gens qui viennent de Soigny vont aller chercher la gare à Clabecq pour faire du transit à la gare de Tubize. Mais, qu'importe, je ne vois vraiment pas le lien. Mais je ne voulais pas commencer une polémique, donc je retire ce que j'ai dit, comme ça, on ne discutera pas inutilement. Si nous en sommes d'accord et que vous ne voulez plus intervenir à plus avant, je propose que nous passions au vote. J'entends bien que vous avez souhaité de retirer des considérants, mais ma réponse est celle-là. Donc on prend le risque d'avoir un recours au Conseil d'État. Vous ne serez pas celle qui introduirait le recours, j'en suis sûr. Certainement pas. Edelbach se chargera bien de le faire. Au moins 5. Ça a été prévu. Donc acte. Bien. Pas d'autres demandes d'intervention? Donc je reprécise la nature du vote. Nous proposons un refus. Donc si vous dites oui, vous refusez. C'est bien ce dont il est question, qu'il n'y ait pas de méprise ou d'équivoque. On passe au vote. Madame Bentovelli. Oui. Monsieur Denol. Oui. Monsieur Emmerich. Oui. Madame Fulco. Oui. Madame Mancini. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Letters. Oui. Monsieur Zegers. Oui. Monsieur Vorboman. Oui. Madame Bonbois. Oui. Madame Pins. Oui. Madame Van Kerkhove. Oui. Madame Van Oudenay. Oui. Madame Demaret. Oui. Monsieur Valsonnet. Oui. Monsieur Maillot. Oui. Madame Béliard. Oui. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 6. Marché de travaux, installation d'unités d'humidification de l'air, centre administratif de Rebec, approbation des conditions et du mode de passation de marché. Y a-t-il une demande d'intervention? Madame Béliard. Juste une question, est-ce que vous avez étudié le risque de diffusion bactériologique de ce système À cette question, je vais céder la parole à Monsieur De Mol. Monsieur De Mol. Oui, c'est ça. Écoutez, je vais vous dire franchement, Non. maintenant, le cahier de charge, tout a été fait par des gens compétents qui sont dans le métier, dans le secteur, par des firmes, par une firme qui a l'habitude de faire ce genre de travaux. Donc, moi, je peux me renseigner pour la prochaine fois si vous voulez. Oui, je veux bien. Je ne sais pas vous répondre. Merci. Madame Van Oudenag, je vous en prie. Le micro, vous l'avez juste à côté. Alors j'avais plusieurs questions en ce qui concerne le marché public. J'étais étonnée de constater que le coût de l'installation serait supérieur au coût des unités elles-mêmes, et ce qui justifie du coup que ce serait un marché de travaux plutôt qu'un marché de fourniture. Est-ce que c'est bien le cas? Monsieur De Mol. C'est un marché de fourniture. Ah, parce que le cahier de charge précise que C'est un marché de travaux, mais on fournit l'appareil et on le place, on l'installe. Parce que normalement, si le montant de fourniture dépasse le montant de travaux, c'est un marché de fourniture et pas un marché de travaux. Mais ici, c'est l'inverse. Ici, c'est l'inverse. Donc c'est le montant des travaux qui est supérieur au montant de fourniture. Okay. J'aurais voulu savoir aussi si le besoin était justifié sur base d'analyse du coordinateur sécurité santé ou d'autres rapports relatifs au bien-être des travailleurs, puisqu'il est fait mention dans la délibération. Et si oui, je trouve que ce serait intéressant de le rajouter dans la délibération, puisque ça justifie l'achat. Là, si vous permettez, je vais plutôt me retourner vers le directeur général. J'ai l'impression que oui, mais je ne sais Ça pas. a été repris dans plusieurs plans d'action annuels, dans les plans généraux de prévention, les plans d'action annuels. Il n'y a pas eu d'études précises, mais chaque bureau dispose d'un appareil qui
donne la température et le degré d'humidité. Les pourcentages constatés, notamment en hiver, sont vraiment très très bas. On se trouve parfois, comme c'est mis dans la note, à une moyenne de 20% sur plusieurs semaines, ce qui est quand même très très peu. 20% d'humidité. Oui, en fait, ça a été constaté. Je t'en prie. Ça a été. Ce point arrive et ces installations arrivent du fait d'une constatation qui a été faite dans les bureaux et qui a été à la demande du personnel. Et donc ma suggestion était peut-être de le rajouter dans la délibération, puisqu'il y a une base qui justifie cet achat. On peut faire référence au rapport annuel, effectivement, à tout le moins. Au plan d'action, pardon. Bien. Vous avez encore une question? Pardon. Je vous en prie. En ce qui concerne les critères d'attribution du prix, pourquoi ne pas avoir également tenu compte de la consommation moyenne annuelle en électricité des unités de ventilation dans le prix? Ça aurait pu être demandé aux firmes, mais je ne l'ai pas retrouvé dans le cahier de charge, donc est-ce que c'était un choix de ne pas inclure un critère lié à ça? Oui, parce que c'est un travail bien spécifique et il faut la firme qui s'adapte au... Donc il y a très peu de firmes qui seront mises en concurrence parce qu'il faut que le système s'adapte au système double flux qu'il y a actuellement. Maintenant, si je peux revenir plus généralement sur la consommation, savoir qu'actuellement il y a des panneaux solaires ici sur le bâtiment qui génèrent à peu près 8% de la consommation totale du bâtiment. On va rajouter des panneaux solaires, je pense que c'est passé ici en conseil, enfin ça va arriver en tout cas, où là on générera 25% de la consommation totale du bâtiment. Et arrive, pas demain mais après-demain, la centrale hydroélectrique qui générera le restant de la consommation de l'ensemble du bâtiment. Donc on arrivera à une consommation neutre et ces appareils ici ont été intégrés dans la consommation globale pour arriver au final. Il vous restait une question si je ne m'abuse. Là c'est plus une question purement technique. Il y avait uniquement des attestations de bonne exécution qui étaient demandées pour 3 références au lieu de l'intégralité des références. Je me demandais si ce ne serait pas plutôt pertinent de demander des attestations de bonne exécution pour l'ensemble des références qui sont demandées. Comme il s'agit d'une question très technique, il eût été intéressant que nous l'ayons avant pour la soumettre au service. Mais ce qu'on peut faire, c'est le risque. C'est pas prévu dans les règles. Là, c'est de la courtoisie élémentaire. C'est pour les services techniques, pas pour moi. Ok. On peut passer au vote. Ah, Monsieur Mayer, vous avez une réaction à la réaction de la réaction. Réagissez. En fait, bon, déjà, je me réjouis de savoir qu'à terme, ce sera uniquement le bâtiment administratif sera exclusivement alimenté par énergie renouvelable. Par contre, ne commettez pas l'erreur que moi-même j'ai commise quand j'ai installé des panneaux solaires en disant « Oh, maintenant j'ai des panneaux, je m'en fous, je peux laisser tout allumer. » Énergie renouvelable n'exclut pas sobriété énergétique. Merci. Monsieur Demal, vous souhaitez ajouter un mot? Je vais même vous dire qu'au niveau consommation, le mixte centrale hydroélectrique et panneaux solaires est un très bon compromis parce que la centrale hydroélectrique produit aussi pendant les heures creuses, tandis que les panneaux solaires c'est pendant les heures il y a du soleil, la journée, et donc l'ensemble fait que on arrivera vraiment à une consommation neutre. Nous sommes d'accord. Eh bien, profitons-en si nous sommes d'accord pour passer au vote. Madame Quevedo? Oui. Monsieur Demol? Oui. Monsieur Morex? Oui. Madame Fulco? Oui. Madame Chimie? Oui. Monsieur Delmal? Oui. Monsieur Hôtel? Oui. Monsieur Deguet? Oui. Monsieur Van Bomen? Oui. Madame Bonbois? Oui. Madame Tins? Oui. Madame Van Kerkhove? Oui. Madame Van O'Donnell? Oui. Madame Demaret? Oui. Monsieur Valkenus? Oui. Monsieur Maillard? Oui. Madame Béliard? Oui. Monsieur Degas? Oui. L'ordre du jour appelle le point 7, le dernier donc, bien communal, rue de la Gendarmerie 12, décision de vente et fixation du prix. Pour mémoire, c'est un point qui avait été reporté lors d'un conseil communal antérieur. Il était demandé de faire la vérification au niveau du montant, de la conditionnalité relative aux revenus. La vérification a été faite par les services, notamment auprès de la SWL de la région et de la SLSP, donc la Société de logement public de notre bassin. Et c'est bien le montant référence légale réglementaire au Wallon qui reprend le précompte et les charges ONSS personnelles
Ce qui explique la hauteur du montant qui peut paraître exorbitante. Mais lorsque vous retirez la quote-part ONSS personnel et finalement le précompte, donc les contributions directement, nous arrivons à un montant de moitié moins assurément. Donc je pense que ça doit vous rassurer au niveau de la conditionnalité. C'était la question posée, raison pour laquelle nous avions ensemble décidé de reporter le point. Est-ce qu'il y a une demande complémentaire? Je vous en prie. Monsieur Valkeniers. Oui. Oui, donc malgré cette explication, on parle, c'est la volonté, et elle est louable, de favoriser l'accès à la propriété à des faibles revenus. Or, justement, en faisant référence à ce code wallon du logement et de l'habitat, faible revenu, ici, on voit que le plafond fixé correspond plutôt à des revenus modestes. Alors, certes, les faibles revenus, le montant en plafond est très bas, et on se demandait, soyons pragmatiques, et visons un accès social à la propriété, notamment pour maintenir l'accès à la propriété à des Rebecquois, sans discrimination, je tiens quand même à le souligner. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt envisager, puisque c'est indicatif, je pense que la commune a quand même la liberté de choisir les plafonds eux-mêmes, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager plutôt de se baser sur le salaire médian wallon, en Brabant wallon, pour trouver un montant qui correspond justement à des jeunes ménages ou à des personnes isolées à faible revenu. Et ce revenu médian, il est plutôt placé à 3 652 € bruts par mois en Brabant wallon, ce qui nous amènerait en fait à un salaire de 43 824 € bruts par an pour une personne isolée, qui pourrait être majoré de 3 200 € par personne à charge. Et donc en gros, notre solution serait, elle, médiane, c'est de se situer entre le bas revenu et le revenu moyen, qui est déjà assez élevé, pour rappel c'est plus de 69 000 €, afin justement de favoriser l'accès à la propriété à des plus faibles revenus, parce que certes, si c'est un plafond, évidemment, ça n'exclut pas des plus bas revenus, mais on sait très bien que pour des garanties bancaires, etc., ou autres, pour la sécurité, les possibilités également d'investir dans le logement pour les frais de réhabilitation et de mise en conformité, il est toujours plus aisé de favoriser les plus hauts revenus par sécurité. Et donc, afin de garantir vraiment un accès démocratique qui correspond aux caractéristiques, on va dire, socio-démographiques, à la fois du Brabant wallon et aussi spécifique à Rebec, ne peut-on pas envisager un autre mode de calcul plutôt vraiment axé sur le salaire médian qui correspond, lui, à la réalité et qui a la force, par rapport au salaire moyen, d'éviter les extrêmes dans le calcul de la moyenne, et donc d'avoir quelque chose qui correspond plutôt à la réalité socio-économique de la région. Voilà. Alors encore, c'est pas tout. Une autre question, mais qui est connexe, une autre question qui est connexe, c'est pourquoi faire tantôt appel au comité d'acquisition, tantôt à des notaires pour réaliser l'estimation des biens communaux? Ça c'est une question, mais qui est connexe. Et pourquoi ne pas avoir prévu une obligation, par exemple, par garantie, d'occupation pour une durée minimale, sans possibilité de vendre ou louer le bien, par exemple, en déant les 5 ans, afin de garantir qu'à la fois l'accès à la propriété corresponde à du local, mais aussi permettre une occupation sans volonté de louer ou de faire des bénéfices sur la vente. Je voudrais demander à M. Marchetti d'intervenir plus spécialement, puisqu'il s'agit d'une attribution de M. Marchetti, mais sur ce dernier point avant de lui céder la parole. Contrairement au passé qui est de moins en moins récent, il n'y a plus aujourd'hui une personne habilitée au niveau statal pour les ventes et les achats communaux. On peut donc maintenant passer par d'autres expertises, qu'elles soient d'ailleurs privées, notariales, ça c'est un fonctionnaire d'État, ou le comité d'acquisition, qui est un comité, comme son nom l'indique, ou ne l'indique pas d'ailleurs, qui est aussi un organisme d'État. Et s'il nous arrive de solliciter l'un ou l'autre, c'est notamment par rapport à leurs charges de travail respectives et à la rapidité, ou plutôt l'inverse parfois, de ces différents organismes qui sont fort sollicités. J'ajouterai un dernier mot concernant le comité d'acquisition, sans critique aucune, si ce n'est constructive. Lors d'un acte précédent que nous avons commis durant la précédente législature, donc la jurisprudence de notre commune, si je peux dire, en la matière, le comité d'acquisition avait relevé toute une série d'éléments qui, de son point de vue, étaient à la marge, ou en tout cas discutables. Parce que les conditionnalités que nous mettions
aurait pu être, le cas échéant, et j'entends qu'il y a des experts parmi vous, aurait pu faire l'objet de recours. Parce que nous avantagions ainsi finalement certains types de revenus ou certains types de résidences. Ça ne se peut, théoriquement, si ce n'est avec une solide motivation et de manière marginale et pas trop pointue. Ce qui veut dire que le cas précédent qui nous occupe en jurisprudence donc locale aurait pu, selon eux, être attaqué, il ne l'a pas été. Raison pour laquelle aujourd'hui les conditionnalités que nous mettons sont un peu moins strictes, globalement. Même si nous souhaitons encore avantager des moyens revenus et encore avantager des gens qui ont vécu, qui vivent dans la commune ou à proximité. Mais vous aurez remarqué que par rapport à la jurisprudence qui est nôtre, nos conditions sont plus souples qu'elles ne l'étaient il y a quelques années. Ceci étant, je vais céder la parole à M. Marchetti qui n'a pas le micro. Non, ça. Donc c'est un choix. Donc c'est un choix qu'on a fait de retenir quand même les montants qui sont fixés dans tous les projets de Wallonie. Je parle bien par la Société Wallonne du Logement, qui quand même son métier, c'est de favoriser l'accès au logement pour les personnes à bas et moyens revenus. C'est un montant, ces montants-là, je ne conteste pas le vôtre que vous avez évoqué, le revenu médian, mais ces montants-là sont pratiqués dans tous les projets de la SOL elle-même, des CCLP, donc des sociétés de logement public, et des sociétés, des agences immobilières sociales. Et je peux vous dire que c'est des revenus, ça bénéficie à beaucoup de jeunes qui ont plutôt des bas revenus, et c'est souvent eux qui sont retenus comme candidats pour acquérir ce genre de biens. Il y a tous des projets de plusieurs maisons, notamment dans la commune voisine où il y a eu même des trentaines de logements qui ont été faits à la vente, et ce sont ces montants-là qui ont été retenus, qui sont des montants pratiqués dans toute la Wallonie. J'ajouterais, si vous permettez, que notre commune, bien que Brabançonne-Wallonne, est très ennuyière, et que le revenu rebecquois n'est pas celui d'autres communes du Brabant wallon, comme ça je ne cite personne, et que le revenu wallon en termes de référence, que ce soit en termes de médiane ou de moyenne, le revenu wallon à l'échelle de l'entièreté de la région nous paraît plus adéquat que le revenu brabançon. Mais, comme vient de le dire M. Marchetti, notre référence est une référence statale, réglementaire, qui est moins attaquable en termes de conditionnalité que ne le serait une autre déterminée au doigt mouillé ou avec un calcul savant. Là n'est pas la question, je ne critique pas le calcul. Donc nous maintenons notre proposition. Et je... Ah, pardon, je vais intervenir, bien sûr. Oui, pour que mes propos soient pas mal compris. Je comprends bien vos propos. Justement, nos considérations, c'est justement qu'on trouve que le revenu ici moyen est beaucoup trop élevé. Donc notre vision est plus sociale, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on propose d'avoir une possibilité d'accès à quelqu'un qui aurait moins de revenus. Et donc nous, on ne sort pas du cadre. Au contraire, on se trouve entre le bas salaire et le salaire moyen ici. Mais ici, l'objectif de la vente du bien à caractère social est un objectif social. Et donc nous, notre considération ici, c'est de rentrer dans cet objectif social et de ne pas exclure justement les plus bas salaires par sécurité, de favoriser. Parce que 69 000 €, excusez-moi, brut par an, c'est pas un bas salaire. Mais non, excusez-moi, d'accord, mais c'est étudié. Même s'il est normé. Je répète, de la Société Wallonne du Logement, dont c'est le métier en Wallonie. C'est elle qui a la tutelle sur toutes les sociétés de logement public qui existent en Wallonie. C'est étudié. Et par expérience, je peux vous assurer que les bas revenus ne sont pas écartés de ce genre de vente, que du contraire. Là où vous commettez, semble-t-il, une erreur, permettez-moi de vous le dire, et le directeur général pourrait vous expliquer, parce que lui-même s'est posé la question et a fait vérifier auprès de nos propres services par rapport auprès de nos propres salariés, on ne parle pas de nom ici, mais de la charge salariale globale par agent. C'est un revenu qui n'est pas le brut que vous avez sur votre feuille d'imposition ou sur la 280.10. Les cotisations sociales personnelles sont incluses et les contributions, si je puis dire, le précompte est inclus.
Donc le calcul, et c'est là où nous-mêmes nous étions dubitatifs, ou d'autres revenus, le cas échéant, qui viennent en complément, pension alimentaire, etc. Et nous étions dubitatifs, et on a demandé à plusieurs reprises, le directeur général est là pour en témoigner, de challenger ce montant que la SWL nous revalidait systématiquement à chaque demande scripturale. Et nous avons obtenu cette réponse de nos propres services qu'il fallait effectivement soustraire les cotisations personnelles et le précompte immobilier. Et à partir de là, vous pouvez franchement diviser le montant par deux. Et donc on ne parle pas de 69 000 € salaire poche, ni même imposable au sens traditionnel du terme. Mais si vous voulez de plus amples renseignements, je vous demanderai de voir avec nos services, parce qu'ils ont vraiment posé la question. Nous-mêmes, croyez-le bien, nous-mêmes, au regard du montant de 69 000 €, on ne s'y retrouvait pas bien et on ne comprenait pas bien. Suite d'ailleurs à votre demande de report, on l'a fait réétudier à plusieurs reprises. En fait, je vous en prie. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à quelqu'un qui a l'habitude de remplir, d'aider des citoyens à remplir des déclarations fiscales. C'est la notion qu'on retrouve justement avant contenu du précompte, mais on nous a bien précisé qu'effectivement les cotisations sociales se retrouvaient dans ce revenu imposable également. Donc c'est vraiment la notion de revenu imposable telle qu'on la retrouve sur la fiche de déclaration, et c'est ça qu'on pourra demander comme preuve pour pouvoir vérifier si le plafond est dépassé ou pas. Et c'est vrai qu'a priori ça nous paraissait élevé quand on faisait les calculs, on se dit mais bon finalement on ne va pas exclure tout le monde. Mais voilà, ça explique sans doute pourquoi la région, elle, a fixé ça à ce montant-là. C'est vraiment le brut avant toutes les retenues. Bien, je ne suis pas sûr que vous soyez convaincus. Nous avons mis un certain temps à l'être et encore, mais c'est de la référence légale et au moins vis-à-vis du comité d'acquisition par rapport à ces fameuses conditionnalités qui sont quand même... Allez, qui sont à la marge, on se dit que ça a valeur réglementaire et donc ça nous protège le cas échéant. C'est notre propre jurisprudence par ailleurs. Peut-on passer au vote? Avec votre autorisation, on passe au vote. Madame Venturelli? Oui. Monsieur Demol? Oui. Monsieur Everex? Oui. Madame Fulco? Oui. Madame Mancini? Oui. Monsieur Denimal? Oui. Monsieur Hôtès? Oui. Monsieur Zeguet? Oui. Monsieur Verboemen? Oui. Madame Bonbois? Oui. Madame Thiel? Oui. Madame Van Kerkhoven? Oui. Madame Van Oudenard? Oui. Madame Demaret? Oui. Monsieur Valkemer? Oui. Monsieur Mayer? Oui. Madame Telliard? Oui. Monsieur Degas? Oui. Eh bien, je remercie l'Assemblée venue nombreuse ce jour et leur souhaite un bon retour à demeure. Passez une agréable soirée.